Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Thibaut Georgin, je suis consultant au sein du cabinet Igneos, qui est un cabinet qui accompagne les entreprises dans leur transformation durable de leurs activités. Par ailleurs, je suis professeur à l'université de Namur ainsi qu'à H2B à Bruxelles et administrateur dans quelques sociétés. Je vais m'entretenir avec vous aujourd'hui sur la thématique suivante, le climat, l'environnement, l'énergie, les ressources, quels défis, quelles opportunités pour les professionnels du chiffre que vous êtes. Ma présentation est divisée en 4 parties. Je vais d'abord vous exposer en quelques mots le problème, ou en tout cas la situation dans laquelle nous sommes. Je vais ensuite vous parler du défi énergétique, qui est sans doute un des défis les plus importants à relever dans les prochaines années. Et enfin, je vais aborder avec vous quelques pistes de solutions pour évoluer ensemble vers une économie et une société plus durable. Enfin, je parlerai également des impacts que cette transformation peut avoir sur les professionnels du chiffre que vous êtes. D'abord, vous parler un petit peu du problème que nous avons, qui commence avec un problème dont on entend de plus en plus parler, qui est la concentration du carbone, du CO2, dans l'atmosphère. Cette concentration a connu une évolution extrêmement marquante ces dernières années, depuis en fait la révolution industrielle. Cette concentration est observée, mesurée par un groupe d'experts dont vous avez certainement entendu parler, qui s'appelle le GIEC. Cette concentration de gaz carbonique dans l'atmosphère a un impact sur la température du système Terre. Ce qu'on constate, c'est que traditionnellement, la Terre reçoit une quantité d'énergie de l'espace et du Soleil en particulier, et que cette énergie est pour partie réfléchie, renvoyée dans l'espace. Avec une concentration d'atmosphère plus forte en gaz carbonique, cet effet est diminué, à savoir que la quantité d'énergie qui sort du système est moins grande que par le passé, et partant, la température connaît une évolution. Vous voyez sur le graphique de droite le fait qu'on observe en effet ces dernières années une évolution du climat avec une évolution à la hausse des températures observées sur la Terre depuis plusieurs centaines d'années. La question est de se poser dans quelle mesure l'homme ou les activités humaines ont eu un impact sur cette évolution de température. Et les experts du GIEC ont fait toute une série d'analyses pour imaginer qu'aurait été finalement une évolution de température sans activité humaine et la comparer avec les activités humaines. Leurs conclusions sont sans appel. Il y a définitivement un impact de l'activité humaine sur l'évolution des températures et du climat. Alors vous allez me dire, devons-nous nous inquiéter, devons-nous s'inquiéter pour quelques degrés de plus ? Les cartes que vous voyez ici vous indiquent les températures que nous allons pouvoir mesurer, ou les extrêmes de température que nous allons pouvoir mesurer en Europe, en fonction de certains scénarios, plus 1,5 degré de température en hausse, plus 3 degrés et plus 4,5 degrés. Vous constatez que les épisodes de canicule, de forte chaleur, comme on en a connu d'ailleurs cet été, vont se multiplier et vont rendre une partie de l'Europe franchement difficile à vivre pendant les épisodes de l'été. Voilà. Vous voyez sur ce slide maintenant la situation à l'échelle de la planète, où vous constatez que des zones sur lesquelles nous connaîtrons à la fois une température au-delà de 35 degrés, mais aussi une concentration d'humidité au-delà de 80%, eh bien ces zones vont s'étendre et vont connaître de plus en plus de jours où ces deux facteurs sont combinés. Il ne faut pas longuement expliquer que ces situations vont entraîner clairement des déplacements de population qui n'auront tout simplement plus la possibilité de vivre correctement dans ces espaces. Les conséquences du réchauffement climatique sont de plus en plus sensibles et nous avons connu ces dernières années plusieurs épisodes qui nous démontrent que ces impacts sont bien certains à l'échelle de la planète, mais aussi à l'échelle de nos pays. Il ne faut que citer par exemple les inondations de 2021.
Mais au-delà de ces évolutions, il est bien important de comprendre que ce n'est absolument pas la planète qui est en danger. La planète a connu des périodes où la température était bien supérieure à celle qu'elle est aujourd'hui. La planète a connu des périodes glaciaires. Et donc, la nature, elle, s'adaptera, continuera à vivre. Vous avez sur la gauche de ce graphique la situation actuellement à Tchernobyl, une ville entièrement évacuée de ses habitants, où aujourd'hui la nature reprend ses droits. On retrouve par exemple des animaux comme des ours dans la forêt autour de Tchernobyl. À votre droite, vous constatez par contre les impacts des dérèglements climatiques. Les inondations, les déplacements de population, les manifestations et événements violents que nous allons et que nous avons connus dans le passé qui vont se multiplier. Et donc, l'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas tellement de sauver la planète, comme bien des publicités tendent à nous le faire penser. L'enjeu aujourd'hui, c'est de sauver l'humanité. Alors on parle beaucoup du climat. C'est un des indicateurs ou un des objectifs que l'Europe, que nos gouvernements poursuivent. À côté de cet enjeu climat, de cet enjeu carbone, on constate aussi une explosion de notre capacité en tant qu'humain, en tant que société, en tant qu'économie, à consommer des ressources. Le sable, à gauche du tableau, en bas, alors on pourrait penser que le sable est une matière en abondance disponible sur Terre. Eh bien, le sable, aujourd'hui, la troisième matière consommée, après l'air et l'eau, cette matière vient aujourd'hui à manquer. En 4 ans, en Chine, il a été utilisé autant de sable que sur le dernier siècle aux États-Unis. Et donc cet effet d'emballement se connaît sur toutes les matières. En haut à gauche, vous avez la situation pour le plastique, avec une production et une consommation de plastique qui est en évolution exponentielle, et qui s'accompagne malheureusement par également une pollution, puisque une partie du plastique produit aujourd'hui se retrouve dans la nature et en tout cas traité de façon fort peu durable. À droite du tableau, vous avez la situation de la pression sur la biodiversité, où là aussi, et un groupe vient de se constituer ces dernières années un peu similaire au GIEC, qui met en évidence clairement les diminutions importantes d'espèces que nous connaissons ces dernières années. En définitive, c'est notre modèle qui connaît un petit peu ses limites physiques aujourd'hui. Un concept qui a été d'ailleurs repris par le Country Overshoot Days, qui indique, à la gauche de la diapositive, le jour du dépassement, à savoir le jour où un pays consomme davantage de matière, de ressources, que ce que la Terre est capable de régénérer en un an. Et donc vous voyez qu'il y a des pays qui sont évidemment avec des jours de dépassement extrêmement proches, des pays notamment du Golfe arabique, et vous voyez qu'il y a des pays qui, quelque part, sont presque à l'objectif, et qui sont plutôt des pays à faible niveau de développement, et toute une série de pays qui connaissent un jour du dépassement entre, clairement, le 1er janvier et le 31 décembre. Dernière chose sur ce tableau, c'est un appel qui a été fait, pas moins de 50 ans d'ici, par une série d'experts scientifiques, non économistes, je précise, qui ont étudié dans les années 70 ce qu'ils ont appelé les limites de la croissance. Et leur contexte ou leur concept constituait à modéliser l'évolution de la société, de l'économie, de sa pression sur les ressources, pour identifier quelque part un jour ou une période de plafonnement. Et à l'époque, 1972, ils ont prévu qu'effectivement nous arriverions à cette limite, à ce plafond de développement dans les années 2020-2030. Le deuxième chapitre de ma présentation concernera l'énergie. L'énergie qui est une ressource, une matière utilisée et qui est un petit peu, je dirais, la mère de toutes les matières pour la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. La première chose à constater, vous l'avez à gauche sur la diapositive, c'est de constater que les sources d'énergie que nous avons connues sur Terre
sont systématiquement venues en addition l'une de l'autre. Le charbon n'a pas remplacé le bois. Le pétrole n'a pas remplacé le charbon. L'énergie nucléaire est venue en complément, en supplément du mix énergétique du passé. Sur la droite de la diapositive, vous avez l'évolution de notre richesse, le fameux PIB à l'échelle mondiale. Étonnant de constater que ces courbes ont quand même quelques similitudes. Si maintenant on fait un travail de corrélation et qu'on analyse le taux de corrélation entre ces deux indicateurs, à savoir l'évolution de la richesse d'une part et la consommation d'énergie, on constate un taux de corrélation quasi parfait. On est quasiment à 1, ce qui correspond à un taux de corrélation parfait entre les deux métriques. L'énergie est quelque chose d'abstrait. On parle évidemment de kilowattheure, de mégawattheure, on confond parfois joyeusement les mégawatts et les mégawattheures, mais il est important de temps en temps de pouvoir comprendre ce que l'énergie signifie. Et il est intéressant de pouvoir traduire finalement l'énergie en équivalent humain. Alors, un ingénieur français du nom de Jean-Marc Jancovici a beaucoup travaillé sur ce dossier et a notamment élaboré, rédigé une bande dessinée qui met en évidence l'ensemble de nos habitudes de consommation énergétique. Un homme bien sportif qui monte un col, aujourd'hui, développe une puissance de 100 watts durant sa montée. Lorsque vous faites de la soupe, ce que j'imagine certains d'entre vous font de temps en temps, au moment où vous activez votre mixeur à soupe, vous avez 3 cyclistes qui pédalent pour vous produire de la soupe. Lorsque vous passez l'aspirateur, c'est une dizaine de cyclistes qui pédalent pour vous permettre d'aspirer votre logement. Et lorsque vous prenez l'ascenseur, c'est 50 cyclistes qui pédalent pour vous pendant la durée de votre montée en ascenseur. Donc ça, c'est pour vous montrer que l'énergie est partout. Et si maintenant on traduit cela à l'échelle de la Belgique, vous voyez que la Belgique, le système belgique consomme 460 TWh d'énergie sur une base annuelle. Alors quand on parle d'énergie, il est important de bien faire la distinction entre la partie électrique du mix énergétique et la partie non électrique du mix énergétique. 25% de l'énergie consommée est d'origine électrique. Parfois carbonée, parfois non carbonée, mais électrique. Et 75% du mix énergétique du pays est non électrique. Donc le débat, par exemple, sur faut-il un mix énergétique nucléaire ou renouvelable, concerne exclusivement la partie électrique de ce mix. Dans un monde où nous devons décarboner notre énergie, il nous faudra donc travailler sur l'électrification de notre mix, augmenter les 25% électriques et les décarboner, mais il faudra sans doute aussi travailler sur le volume consommé. Pour vous donner une idée, cette masse d'énergie, 463 TWh, si on le ramenait à ce qu'un humain est capable de produire en énergie sur base annuelle, cette consommation équivaudrait à plus de 400 équivalents humains par Belge. Cela veut dire qu'autour de nous, et je reprends à nouveau la métaphore de Jean-Marc Jancovici, nous avons 400 équivalents humains d'esclaves énergétiques à notre service. Et il faudra se poser clairement dans le futur la question de savoir si toutes les applications nécessitent autant d'énergie et s'il n'est pas possible de développer des systèmes qui nous permettent de consommer nettement moins d'énergie. Autre débat, c'est évidemment les émissions. Les émissions de CO2 dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont effectivement liées à la consommation énergétique. Sans surprise, quand on regarde notre empreinte CO2, notre empreinte carbone, elle est également quasiment 100% corrélée à notre impact, à notre empreinte énergétique. Et donc l'énergie qu'on consomme est en première partie liée à notre mode de déplacement. Nous voyons que
quasiment 25% de nos émissions ou de notre consommation d'énergie est liée à notre déplacement. En 2 vient l'alimentation, qui représente là aussi un impact carbone et un impact énergétique important. En 3, notre chauffage, notre maison. En 4, la consommation. Et enfin, le 5e bloc concerne les pouvoirs publics que nous avons la chance de pouvoir, dont nous avons la chance de pouvoir bénéficier dans notre beau pays. On parle souvent, quand on parle de décarbonation, d'innovation énergétique, de nouvelles technologies qui nous permettraient de décarboner notre mix énergétique. Il faut savoir que cette technologie n'est pas une technologie qui ne nécessite aucune ressource. Vous avez sur ce slide la liste des métaux qui vont être nécessaires pour réaliser cette transition vers une économie bas carbone. Et vous constatez, sans surprise, qu'une série de métaux vont être extrêmement stratégiques pour produire les techniques qui nous permettront de décarboner notre mix. La photo que vous voyez sur la droite représente la quantité de cuivre extraite d'une carrière à l'échelle de l'ensemble des terres excavées. Donc, il est clair que pour pouvoir obtenir 1 gramme de cuivre, il faut excaver plusieurs kilos ou plusieurs centaines de kilos de matière. Et donc, là aussi, la limite, j'ai envie de dire, à la durabilité, ce sera aussi la capacité d'extraire et finalement de prioriser les usages de ces matériaux, de ces matières premières éminemment stratégiques. La question, à présent, est de comprendre les leviers pour évoluer vers un monde résolument durable. La première des choses à aborder, c'est de comprendre, comme j'essaye de le faire avec vous, de vous expliquer la situation de la manière la plus factuelle possible. Mais un autre aspect, c'est également de changer à titre personnel et d'accepter que nous sommes face probablement à un des plus grands défis que notre civilisation a pu rencontrer. Et donc, face à un défi de cette taille, il faut clairement éviter de nier sa responsabilité. Nous sommes clairement, à l'échelle de l'Europe et même à l'échelle de la Belgique, un des plus gros contributeurs cumulés aux émissions de CO2 jusqu'à présent. Et donc, c'est clairement à notre tour d'agir. Il est inutile de se braquer uniquement sur les difficultés. Oui, cela va être compliqué. Oui, cela va nécessiter un certain nombre d'actions conjointes. Oui, cela nécessitera de travailler ensemble. Mais c'est possible et se braquer sur les difficultés ne va pas nous permettre de passer à l'action. Troisième point, c'est se contenter de petites mesures, de mesures marginales, des petits gestes pour la planète quelque part. Non, ça ne suffira pas. Il faut prendre conscience que nous allons devoir changer assez profondément. Et enfin, un dernier point, éviter de capituler, c'est foutu, on n'y arrivera jamais. Chaque degré, chaque dizaine de degrés est un move dans la bonne direction et est essentiel pour aller dans une situation où nous allons pouvoir mitiger les impacts annoncés du dérèglement climatique et des problèmes de ressources. Rien que pour la partie carbone, il faut savoir que des experts se sont penchés sur ces matières, ont élaboré des scénarios. Vous avez sur cette diapositive une référence, à savoir une publication du service public fédéral santé publique, qui a réalisé des scénarios prospectifs sur des chemins pour arriver à une décarbonation de notre économie. En gros, ils ont travaillé, comme toute entreprise de simulation, sur la modélisation de certains scénarios. Nous avons la base de référence, qui est la situation aujourd'hui. Nous avons ensuite le corps 95, c'est-à-dire l'objectif d'atteindre 95% de réduction de gaz à effet de serre en 2050. Et nous avons les deux boules autour du corps 95, soit un scénario qui est plus basé sur ce qu'on va appeler le comportement, le changement comportemental, et un autre qui est plus basé sur les nouvelles technologies qui nous permettraient de réaliser un avenir bas carbone.
Alors que disent ces scénarios? La première chose, c'est que ces scénarios, pour atteindre une réduction des gaz à effet de serre, il faut travailler sur notre mix énergétique. Je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est essentiel de décarboner notre mix énergétique, mais vous le voyez également sur la diapositive, sur la partie de droite, de réduire notre consommation d'énergie. Donc vous voyez que les parties supérieures du graphe prennent de l'importance jusqu'en 2050. On ne se retrouve alors qu'avec des sources décarbonées, et vous voyez que les sources carbonées, le charbon, le gaz, le pétrole, sont en diminution sensible vers 2050. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, quand on est dans un scénario comportemental, donc sur ce graphique, vous trouvez 2015, l'année de référence, 2050, si nous ne faisons rien, voilà où nous atterririons en 2050. 2050, Core 95, c'est l'objectif. Vous voyez qu'il y a quand même un certain gap. Et vous voyez ensuite deux scénarios, un qualifié de behavior et un qualifié de technologique. Vous voyez que dans les deux cas, la consommation énergétique liée au secteur industriel, bâtiment, transport, agriculture doivent baisser. Un peu moins pour la partie technologique, puisqu'on aura des technologies, mais néanmoins, même dans la partie technologique, nous allons devoir baisser. Qu'est-ce que ça veut dire pour prendre un exemple au niveau de la mobilité? La mobilité, vous retrouvez là aussi ces différentes barres, 2015, l'évolution 2050, référence avec une forte hausse, puisqu'aujourd'hui, et ces dernières années, c'est le cas, nous continuons à avoir une augmentation importante de nos impacts et de notre consommation énergétique liée à nos déplacements. Et vous voyez que pour les objectifs 2050 B et 2050 Tech, nous devons travailler sur une réduction de cette quantité de transport. Moins grande dans le cadre du technologique, mais quand même, et un peu plus importante dans le cadre du behavior. Une réduction des déplacements, mais surtout une modification des shifts, enfin des shifts modaux. Donc, la part, par exemple, des transports publics, la part de la mobilité active devrait augmenter pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés à 2030 et 2050. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais plusieurs initiatives se sont également créées autour d'imaginer le futur, d'imaginer à quoi pourrait ressembler notre économie de demain vers une décarbonation. Je vous ai parlé de Jean Covici, il est à la base notamment d'un projet qui s'appelle The Shift Project, qui rassemble un certain nombre d'experts, d'ingénieurs, de spécialistes de l'industrie, du logement, de l'agriculture, qui ont établi un certain nombre de scénarios pour décarboner les différents secteurs. Ils ont mis en avant la possibilité et le potentiel, le gisement énorme d'emplois liés à la transition. À l'échelle de la Belgique, citons juste 3 grands enjeux qui représentent certainement 80% de l'effort à faire pour évoluer vers une société décarbonée. Commencez d'abord par améliorer sensiblement l'efficience énergétique du bâti. C'est la partie de gauche du tableau. Pour vous donner un chiffre, aujourd'hui, le taux de renouvellement, le taux de rénovation des bâtiments actuel nous permettrait, sur une période de 100 ans, de renouveler l'ensemble du bâti belge. C'est une multiplication par 3 ou par 4 qu'il faudrait connaître pour atteindre, d'ici 2050, les objectifs de 100% de réduction de gaz à effet de serre et d'efficience énergétique beaucoup plus importante du bâti en Belgique. Le deuxième pilier, c'est tout ce qui concerne la mobilité, la logistique. On parle beaucoup de la voiture électrique comme moyen de remplacer les véhicules à moteur thermique. C'est incontestablement une solution, mais un remplacement 1 pour 1 de la voiture électrique ne permettra pas d'atteindre nos objectifs, ni en termes de consommation de carbone, ni en termes, je vous en ai parlé tout à l'heure, de matériaux, de matières premières que nous devons extraire dans les différentes carrières où ces matières sont exploitées. Enfin, dernier point, c'est les modèles de production que nous allons devoir revoir, avec une relative relocalisation d'activités, des circuits un peu plus courts, avec de l'économie circulaire, où on va réutiliser les matières une fois un produit arrivé en fin de vie. Ces 3 enjeux représentent des opportunités immenses pour des entreprises, pour s'adapter, pour innover, pour se réinventer et pour rester résilientes et pérennes à l'avenir.
Alors quel rôle et quel impact pour les professionnels du chiffre? Quand on parle de durabilité, il est difficile de faire le lien entre les enjeux macroéconomiques ou macro-sociétaux et la situation d'une entreprise qui se débat tous les jours dans son environnement concurrentiel. Il est essentiel d'aborder la durabilité dans le business model d'une entreprise, pour 4 raisons. D'une part, les talents d'aujourd'hui, mais de demain encore plus, sont très sensibles à ces matières. Ne pas avoir de plan, ne pas avoir de stratégie en matière de durabilité vous met clairement hors jeu par rapport à vos concurrents pour attirer et retenir vos talents. Deuxièmement, les évolutions évoluent, les réglementations évoluent. L'Europe, la Belgique, les régions développent de plus en plus de réglementations pour inciter les entreprises à adopter des business models durables. 3. Quand vous êtes le mieux-disant ou quand vous êtes le premier, comme on dit en anglais, le first mover en matière de durabilité, vous pouvez bénéficier d'une exposition médiatique et donc d'une notoriété plus grande. Last but not least, le 4e point, le financement. De plus en plus de financiers aujourd'hui souhaitent diriger leurs moyens financiers vers des projets compatibles avec les défis énergétiques, environnementaux, climatiques. Cela suppose à ce moment-là d'évoluer et de revoir 2 choses au niveau d'une entreprise. D'une part, sa manière de fonctionner, ce qu'on va appeler son business process, comment elle travaille, passer à la voiture électrique, consommer de l'énergie verte, relocaliser son industrie, travailler sur la gestion de ses déchets, bien entendu. Mais plus encore, il va être important pour une entreprise de se poser la question quant à sa proposition de valeur, son offre. Dans quelle mesure doit-elle adapter son offre pour être beaucoup plus résiliente et pérenne vers le futur? En tant que métier du chiffre, plus spécifiquement, il y a énormément d'activités qui nécessitent du monitoring, de la comptabilité, de l'enregistrement, du reporting. Et donc, ce sont des activités sur lesquelles un professionnel du chiffre peut et doit évoluer s'il veut rester pertinent sur son marché. On peut imaginer toute une série de services autour de la mesure de l'empreinte énergétique, de l'empreinte environnementale, d'abord de son propre cabinet. Évaluer ses consommations, mettre en œuvre des solutions de mobilité, développer une stratégie d'achat durable, last but not least, travailler également sur l'informatique durable. Le deuxième aspect, c'est de supporter vos clients dans leur reporting et dans leur trajectoire de transformation. Le suivi réglementaire, la comptabilité carbone, mais pas que, tout ce qu'on va appeler le non-financial reporting, les analyses de risque, les montages financiers, l'obtention de subventions. En troisième lieu, c'est sensibiliser vos clients à ces changements écosystémiques et à l'impérative nécessité d'adapter son mode de production et de rester de cette façon-là résilient, pertinent sur son marché. Il existe des possibilités, clairement, pour remplir et pour répondre à ces défis environnementaux. Je vous en cite ici quelques exemples. La performance énergétique, la réduction du gaspillage, l'économie circulaire, la déglobalisation et la redécentralisation. J'en mentionne également d'autres sur ce transparent. Il existe également toute une série de pouvoirs publics qui peuvent vous aider dans votre démarche et dans la démarche de vos clients. Du côté néerlandophone, un certain nombre d'acteurs autour de l'économie circulaire, notamment autour de la construction, autour de l'entrepreneuriat durable. En région bruxelloise, avec notamment le concept de shifting economy et de bicircular qui promeut les modèles d'économie circulaire. Et en région wallonne, où là aussi les initiatives sont nombreuses. Il y a également des réseaux qui accueillent et qui stimulent les éco-entreprises à se développer, qui renforcent les échanges d'informations. Je vous en cite un, dont je suis heureux administrateur, à savoir le réseau CAIA, la coalition des écopreneurs belges, qui rassemble 70 entreprises autour de modèles d'affaires durables. En synthèse, j'espère, par cette présentation, avoir pu vous convaincre et vous apporter quelques éléments pour mieux comprendre les défis climatiques, énergétiques, environnementaux
auxquels nous faisons face et qui menacent non pas notre planète, mais bien notre humanité. J'espère vous avoir expliqué également l'absolue nécessité de découpler l'évolution du PIB, de notre création de valeur, et la consommation d'énergie et de ressources, qui est un objectif stratégique pour pouvoir justement réduire notre empreinte environnementale et développer une vraie souveraineté énergétique. Je vous ai expliqué que l'Europe, les États prennent et prendront des mesures pour accélérer ce découplage et que ces mesures auront un impact sur vous en tant qu'entreprise, mais aussi sur vos clients. Il est essentiel par rapport à cet enjeu d'adopter une stratégie proactive d'écoute, d'information et de transformation durable pour assurer la pérennité de votre entreprise, mais également de celle de vos clients. J'espère enfin vous avoir convaincu que les entreprises, et particulièrement les experts du chiffre que vous êtes, pourront vous adapter pour réaliser des projets, pour développer des solutions et pour enfin nous permettre d'évoluer dans la bonne direction. Je vous remercie et je reste disponible pour vos questions.